Bonjour et bienvenue à Neurosociété, l'alchimie des relations, un dossier dans lequel on explore les relations interpersonnelles sous différents angles. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouvelles avancées en matière de société, relations et sciences. Avec votre hôte, Sean Thompson, moi-même. Aujourd'hui, on se demande, et si votre prochaine relation amoureuse était déjà écrite par un algorithme avant même que vous ne la rencontriez? Et avec nous en studio aujourd'hui pour nous aider à répondre à cette question, une sommité en relations algorithmiques, détentrice de la chaire de recherche à l'Université de psychologie supérieure de Montréal, Camille Courval. Bonjour! Bonjour Sean, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour cet épisode, on va parler des nouveaux oracles intimes. Alors, quand les algorithmes deviennent les architectes invisibles de nos relations, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Alors Sean, nos auditeurs sont pas sans savoir que les technologies sont omniprésentes et ce dans toutes les sphères de notre vie, notamment dans nos vies sentimentales. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va explorer ensemble, c'est comment les algorithmes modifient, modulent nos relations sentimentales. Alors, on pourrait même parler qu'ils sont des architectes invisibles de nos relations. Alors avant de commencer, même si ces technologies sont partout dans nos vies, il faudrait quand même s'entendre sur certaines définitions, histoire de se comprendre, parce que comme je le dis toujours, une bonne relation s'appuie sur une bonne communication. C'est tout à fait juste, c'est tout à fait juste. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social? Bon, on en connaît, ils sont omniprésents, Facebook, Twitter, Instagram, mais en fait, ce sont simplement des canaux de communication qui sont basés sur Internet, qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec un large ou un plus petit public. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sous-type, si vous voulez, des réseaux sociaux, les applications mobiles de rencontres. Dans ces applications-là, en 2023, on comptait quand même 300 millions d'utilisateurs en Amérique du Nord. Ça reste que c'est énorme. Sean, connais-tu les motivations des gens à utiliser ce type de réseaux sociaux? C'est pour trouver l'amour. Eh bien, pas du tout. En fait, ça a été vraiment étonnant. D'ailleurs, les chercheurs derrière ça ont certainement été aussi étonnés que vont l'être nos auditeurs. La première raison pour laquelle on utilise des applications de rencontres mobiles, c'est pour le sentiment d'appartenance. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand les gens ont des retours positifs, des matchs finalement, eh bien, ils sentent un plus grand sentiment d'appartenance. Donc, ça serait la première raison pour laquelle les gens utilisent ce type de réseau. C'est du moins ce que les études laissent entrevoir. La deuxième raison, c'est toujours pas l'amour, c'est l'approbation sociale. En troisième lieu, la socialisation. Et finalement, en quatrième lieu, la recherche de relations amoureuses et sexuelles. C'est assez intéressant quand même que ça soit en quatrième position. Ah oui, c'est surprenant en effet. Mais pourrais-tu nous en dire plus sur les algorithmes? Absolument. Les algorithmes, en fait, là, sont imbriqués dans le fonctionnement de la plupart des applications en général. C'est aussi le cas là, pour les applications de rencontres en ligne. Donc, les algorithmes, c'est des systèmes informatiques qui prennent des données d'entrée et les transforment en données de sortie, finalement, en réponses qui sont personnalisées. C'est un peu là-dessus que repose, par exemple, le ChatGPT que vous connaissez tous. Ensuite, on va quand même aller un peu plus loin avec la réactivité des algorithmes. Ça va être un peu intéressant dans certaines études. La réactivité des algorithmes, finalement, ça influence l'expérience des usagers. Par ça, là, ce qu'on entend, finalement, c'est comment la personne interprète que l'algorithme répond à ses objectifs et à ses besoins. Et ça va être en opposition là, à un concept qui est l'insensibilité des algorithmes. On va aller plus loin avec la réactivité des algorithmes. Ce que c'est, en fait, c'est l'expérience que vit l'usager en l'utilisant. Donc, ça influence vraiment son expérience. C'est le sentiment qu'il a que l'algorithme interprète, répond à ses besoins, répond à ses objectifs. Et ça, vraiment, ça a un impact. On le verra un petit peu plus loin si vous êtes toujours avec nous, chers auditeurs. Et alors là, il y a de la recherche super intéressante là, qui se fait dans le domaine. Il n'y aurait pas une première étude là, que tu voudrais nous présenter? Oh mon Dieu, oui. Eh bien justement, c'est par rapport à cette réactivité perçue des algorithmes.
Ce sont les équipes là, très connues que vous connaissez certainement, hein, Taylor et Schwa, qui ont quand même travaillé auprès de 468 utilisateurs d'Instagram. Bon, vous pourrez me dire c'est pas beaucoup, ça reste quand même un bassin de personnes là, qui va nous permettre de penser que les résultats s'appliquent un peu à monsieur, madame, tout le monde, dont vous et moi et nos auditeurs font partie. Alors, ce que eux remarquent finalement, c'est que c'est vraiment cette réactivité-là qui va moduler leur expérience, qui va en faire une expérience fluctuante ou pas. C'est comme si ils sentaient que le fait que l'algorithme les écoute, se module pour eux, donnait un sens à leur expérience. C'est curieux qu'on attribue des sentiments si humains à des technologies. Les études semblent pourtant montrer que c'est assez universel comme réaction. En effet, c'est tout à fait particulier. Toujours est-il que l'étude présente que les utilisateurs qui perçoivent une forte réactivité de l'algorithme ressentent moins de solitude. C'est tellement fort que ça agit même sur un sentiment relativement puissant, qui est la solitude. Bon, on sait qu'à court terme, il n'y a pas spécialement cette influence-là, là, mais sur du long terme, ça va s'installer. Aussi, ce qu'on peut dire, que les équipes de Tyler et Schwa ont trouvé, c'est que la réactivité de l'algorithme a une influence sur les comportements de maintien qui, à leur tour, influencent la solitude. Par comportement de maintien, là, Sean et nos auteurs, comprenez bien que c'est le fait, par exemple, d'écrire, de prendre des nouvelles, d'appeler. Donc, ce ne serait pas directement l'algorithme qui touche à la solitude, mais l'algorithme qui fait qu'on va appeler ou qu'on va pas appeler quelqu'un, le texter ou toute autre méthode de communication. D'ailleurs, fait intéressant, les jeunes adultes sont plus influencés par la réactivité de l'algorithme que nos aînés. Et ça, pour ça, je pourrais pas vous dire pourquoi, mais ça fera certainement le sujet de notre étude. J'aimerais rajouter que pour nos auditeurs, tantôt, tu me disais en coulisses que les jeunes utilisent les réseaux sociaux pour maintenir leurs liens sociaux, alors que les plus âgés les utilisent comme substitut de leurs interactions en présentiel. Donc, si je comprends bien, c'est comme dire que pour les vieux, je prends de tes nouvelles au téléphone ou par texto, par exemple. C'est juste différents moyens de prendre de tes nouvelles. Mais pour les plus jeunes, se connecter avec toi sur les réseaux sociaux, c'est investir un monde en soi. Là. Donc, tu existes en présentiel et tu existes en ligne. Deux existences qui demandent donc leurs propres canaux de maintien relationnel. C'est tout à fait juste. J'aurais pas dit mieux. C'est une très, très belle synthèse de tout ce qu'on peut voir. Merci, Sean, de cet ajout-là. D'ailleurs, pour rester dans le thème de la solitude, un petit fun fact ici d'une autre étude. Petit fun fact qui servira certainement plus à nos auditeurs solitaires. On dit en fait que les médias sociaux, dont font partie nos applications Tinder et autres, offrent des indices quantifiables d'acceptation sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, on peut voir à quel point on est accepté par notre nombre d'abonnés, nos matchs, nos likes. Ça rend l'acceptation plus tangible. Il y a quelque chose de palpable. Il y a des chercheurs qui émettent l'hypothèse que ça pourrait être une des raisons pour laquelle les personnes solitaires sont attirées par Internet et les médias sociaux plus que les gens qui le sont moins. Encore dans la solitude, les gens seraient poussés sur les applications de rencontres à chercher à cumuler les matchs pour apaiser une forme de sentiment de solitude. Cependant, là, dans les études qui se sont penchées sur le sujet, le fait de recevoir des matchs, ça n'a pas vraiment influencé le sentiment de solitude des gens. Les gens qui se sentent seuls, ils trouvent pas cet apaisement-là en accumulant un match. C'est quand même assez triste. Pire encore, chers auditeurs, le fait de recevoir des matchs n'a pas d'influence sur la peur d'être célibataire. Donc, c'est quelque chose d'un peu tragique. Plus on accumule les matchs, on aurait tendance à penser qu'on pourrait moins craindre cette solitude et ce célibat. Eh bien non, c'est pas du tout ce que les études semblent montrer. Finalement, les participants qui avaient beaucoup de matchs sur l'application Tinder, pour ne pas la nommer, se sont juste sentis submergés, mais ils n'ont trouvé aucun apaisement, ni dans leur solitude, ni dans leur peur d'être apaisants. C'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir. Oui, et c'est quelque chose que on va vous inviter à réfléchir avec nous, parce que ça sera le sujet du podcast de la semaine prochaine. Donc, soyez présents. Et maintenant, la magie des algorithmes de rencontre. Il y a une étude qui a été faite sur 94 personnes par les équipes Charabi, une étude qui porte sur le concept de croyance algorithmique ou la confiance dans les capacités des algorithmes. Donc ça, c'est fascinant. C'est une étude qui s'est penchée sur essentiellement
si je crois en l'algorithme, qu'il est bon à ce qu'il fait, et donc je crois que je vais avoir de bons matchs, et cette croyance-là me prédispose à une bonne expérience. En effet, il y aura un impact psychologique à savoir qu'un match est algorithmement validé, si vous me passez l'expression. Cet impact-là aurait plusieurs résultantes. Premièrement, les individus qui croient en la capacité de l'algorithme ont plus de désir de poursuivre l'interaction avec la personne. En plus, ça va réduire leur incertitude par rapport au fait de rencontrer la personne en présentiel pour une première fois. C'est vrai que c'est surprenant parce que quand on y pense, là, dans la tradition occidentale, on conçoit l'amour depuis les romantiques là, comme quelque chose d'irrationnel. C'est basé sur le cœur et non sur les calculs logiques. Et là, de voir une adoption si fulgurante de son contraire laisse perplexe. En effet, je pense que nos auditeurs pourront franchement pas te donner tort. En tout cas, le point central, là, c'est que la croyance dans l'algorithme devient presque plus importante que la réalité technologique. Et ça, on l'a vu. Les participants qui avaient confiance dans le processus de matching, si vous me permettez, ont rapporté une meilleure expérience dans leur premier rendez-vous. C'est très, très fort. Camille, ça me fait penser. Je pense que c'est le moment tranche de vie. Le moment tranche de vie. Chers auditeurs, comme vous savez déjà, j'ai un passé de catfisher accidentel, mais qui s'est avéré devenir invétéré. Oui, j'ai pris goût au crime. Quand j'étais jeune, début 2000, à l'époque des chat rooms, pour ceux qui se souviennent, MSN Chat, ICQ, Caramel. Donc à l'époque, les sexes étaient différenciés par les couleurs, vous savez deviner, rose pour les filles, bleu pour les garçons. Et le default setting était, of course, masculin. Donc un jour, je me suis log-in rapidement, sans trop porter d'attention. Et j'ai remarqué que cette soirée-là, plein de filles étaient venues me parler, chose là, qui n'arrivait jamais. J'avais enfin des discussions intéressantes. Et, avec mon nom, Sean, à un moment donné, j'ai compris. J'étais bleue. Embarrassée tout d'abord, j'ai eu une idée tordue ensuite. Et si je n'allais pas corriger mon sexe, qu'est-ce qui arriverait? Alors, pour faire une longue histoire courte, j'ai eu plusieurs blondes exclusivement en ligne lors de mon adolescence et où je devais feigner des problèmes de perte de voix ou autres quand ça se rendait là, jusqu'au moment où il fallait s'appeler au téléphone. Et évidemment, une de ces filles-là a fini dans le même programme de cégep que moi. J'ai dû faire mon coming out avant de l'avoir au premier cours de la session. Et pour finir, j'aimerais saluer le gars avec une casquette blanche dans un boss à Toronto que j'ai usurpé l'identité quand on m'a demandé d'envoyer une photo au début de ces relations en ligne naissantes. Alors, fin du topo tranche de vie, cette petite capsule dans le temps pour vous parler un peu de les anciens oracles intimes dans les relations interpersonnelles. Mais toi, Camille, tu pourrais peut-être nous parler, c'est quoi ça le catfishing? Tout d'abord, j'aimerais dire à nos auditeurs que lorsque tu m'as raconté tout à l'heure en coulisses cette histoire, j'ai beaucoup ri. Alors, le catfishing, évidemment, c'est pas tout à fait ça. J'imagine que c'est une espèce de début de catfishing, ce dont tu nous parles. En fait, le catfishing, c'est simplement le fait de se fabriquer une fausse identité, en ligne exclusivement, pour tromper quelqu'un dans une fausse relation. Souvent, c'est pour troller ou pour escroquer ou simplement du vol au niveau de l'argent. Alors, beaucoup de choses ici qu'on espère vous donnent à réfléchir. Et parfois aussi sur un côté un peu plus obscur des applications de rencontres
Camille, ce n'est pas en fait sur ce sujet que tes recherches ont porté? Non, pas les miennes. En fait, c'est celle des équipes Binder. Bon, je dis obscur, là, mais vous allez voir, c'est un peu plus nuancé que ça. En fait, les équipes se sont penchées sur le FOMO. Alors, ce sont les abréviations là, pour Fear of Missing Out. Il s'agit en fait de la peur de manquer de partenaires potentiels, de manquer une opportunité. C'est en fait ça qui amènerait à une forme de difficulté là, dans le fait de prendre des décisions et s'engager envers un partenaire potentiel. Donc, en gros, le plus il y a de choix et moins on s'engage finalement. Ben c'est un peu ça. En fait, c'est ce que les chercheurs ont découvert là, sur 521 utilisateurs d'applications de rencontres, toujours en Amérique du Nord, bien sûr. Je dis bien sûr parce que, comme vous savez, hein, les recherches là, concernent surtout nous, Nord-Américains. On espère un jour avoir des recherches ailleurs, mais pour le moment, là, c'est un peu ce qui se passe. Ils ont aussi découvert un lien entre la peur de manquer des opportunités et la fatigue décisionnelle. Oh, c'est quoi ça, la fatigue décisionnelle? Très bonne question, Sean. Merci de demander. En fait, c'est un phénomène qui intervient après une longue série de décisions. La personne perd sa capacité de jugement, donc elle fait des choix de moins bonne qualité. Vous imaginez déjà les dégâts que ça peut faire là, sur les applications de rencontres quand on perd cette faculté-là d'avoir un bon jugement. Ah oui, on pourrait croire qu'avoir l'embarras du choix est une bonne chose, mais comme un muscle là, qui se fatigue à chaque fois qu'il est sollicité, on peut arriver à l'épuisement dans tous les sens du terme. Ah, c'est tout à fait vrai. En fait, ça va tellement loin là, qu'on parle même d'un nouveau comportement psychosocial pour parler du swiping. Ah, comment ça? En fait, dans plusieurs cas, ça active les systèmes de récompense. Hein? Ça crée des comportements qui peuvent devenir excessifs, comme une forme de dépendance. Ce qu'on voit, là, du moins ce que les recherches remarquent, c'est que plus la personne a des retours positifs, hein, des matchs et tout ça, plus elle a confiance en l'algorithme. Il y a donc un aspect là, qui devient émotionnel, presque relationnel hein, finalement avec l'algorithme. En fait, là, ce que les chercheurs disent, c'est que la confiance dans les algorithmes, elle agit là, comme une stratégie d'apaisement face à des comportements qui sont compulsifs. Là, par exemple, le fait de swiper beaucoup, excessivement. Ou à des sentiments négatifs, par exemple, la fatigue décisionnelle dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour résumer ça, là, pour se calmer, quand on a peur de manquer une opportunité ou qu'on se sent submergé hein, par le nombre de retours positifs, on va en quelque sorte se réfugier dans la confiance envers l'algorithme. C'est comme si on passait le flambeau à quelqu'un d'autre pour être maître de nos décisions. Et ce qu'on observe, c'est que tragiquement, ça fonctionne. Cette confiance-là dans les algorithmes, ça réduit effectivement là, chez les gens la frustration qui vient de mauvais matchs ou de se sentir là, overwhelmed. Et ça, ben, ça augmente finalement les chances d'avoir une belle interaction avec les personnes et de maintenir cette interaction-là. Wow, c'est fascinant. Donc, les algorithmes, là, est-ce un outil ou les nouveaux architectes sentimentaux? La place là, que les applications de rencontre ou de sociabilisation, qui sont toutes alimentées par ailleurs par des algorithmes, ne montrent aucun signe d'essoufflement. Hein. C'est vraiment une partie intégrale de la vie de tous les jours là, pour nous tous. Avant de vous quitter, aurais-tu, Camille, des stratégies à suggérer à nos auditeurs afin de garder le contrôle de leur vie sentimentale, malgré les technologies là, aux mécanismes encore un peu mystérieux? Effectivement, c'est pas mon domaine d'étude le conseil, hein, comme vous savez. Par contre, là, ce que je peux voir dans tout ça, le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est vraiment de s'éduquer, d'apprendre à comprendre le fonctionnement de ces algorithmes-là pour pas leur donner un peu cet aspect mystérieux, presque divin. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est que on a profondément besoin de contrôle. L'être humain. D'ailleurs, hein, ça se reporte dans les études sur l'algorithme, là, ce que les participants ont exprimé et que les chercheurs là, ont pu voir à travers les résultats, c'est que plus les gens sentent qu'ils ont un contrôle sur l'algorithme, plus ils ont une satisfaction par rapport au choix du partenaire. Donc, je pense que c'est important de choisir des applications dans lesquelles le niveau de contrôle que nous permet l'algorithme correspond à nos besoins et donc ultimement à notre bien-être. Choisir le bon algorithme, c'est aussi une science qui doit s'apprendre. Hein? On est au balbutiement de ce milieu. Donc, c'est quelque chose qui doit s'apprendre un peu comme partout. Aussi,
Les gens, ce qu'on voit là, c'est qu'ils ont une espèce de faux sentiment de sécurité, bon, en général sur les réseaux, mais aussi le fait qu'il y ait comme une espèce d'entité par rapport aux algorithmes, ça augmente leur notion de sécurité. J'aimerais quand même mettre, même si c'est pas directement lié aux relations, là, mettre nos auditeurs en garde par rapport à ça. Les réseaux, en général, sont comme le monde, des lieux où il y a le meilleur comme le pire, et à tous de prendre ses précautions finalement. Aussi, de faire attention aux quiproquos. Ça peut être dur, des fois, de lire les gens à travers des conversations qui sont principalement écrites, du moins dans les débuts. Ça peut être source de conflit, ça peut être source de mésentente. Donc, de rester vigilant là, par rapport au fait que les signaux sociaux qu'on envoie de manière écrite sont pas nécessairement interprétés de la même manière. Finalement, pour conclure, ça serait de faire attention à nous-mêmes par rapport au rejet. Ce qu'on voit là, dans les études, c'est que les gens qui ont été rejetés donc sur les réseaux ont plus de désir de vouloir modifier leur profil. Changer par rejet, c'est en soi un comportement qui est profondément humain. Il semble que cette réaction-là face à nos semblables que l'on a finalement dans la vie de tous les jours, dans le présentiel, elle n'est pas différente des comportements qu'on va observer en ligne. Et donc, les impacts psychologiques de ce rejet-là sont à peu de choses les mêmes, là. Ça soulève la question de la vigilance et de développer un nouveau vivre ensemble là, en ligne qui serait respectueux. Sur ce, prenez soin de vous dans l'algorithme et dans la vie. Sur ces mots pleins de sagesse, merci Camille Courval, sommité en relations algorithmiques, détentrice de la chaire de recherche à l'Université de psychologie supérieure de Montréal et ancienne collègue de moi-même à l'Université de Montréal. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci à nos auditeurs.